Bienvenue chers téléspectateurs dans l'interview Africa Avenir qui reçoit aujourd'hui M. Jonathan David Mbombo, un économiste et acteur politique. Bienvenue à vous M. David et merci de répondre à notre invitation. Je vous remercie, madame. Dites-nous un peu M. David, pouvez-vous évoquer votre appartenance et votre implication dans l'Union sacrée? Ouais, bon, je vais d'abord commencer par me présenter. Et je suis Jonathan David Mbombo. Je suis économiste, acteur politique. Et depuis pas mal de temps, parce qu'avant j'ai commencé dans l'activisme socio-économique, socio-politique aussi. Je suis coordonnateur de la Coalition nationale des jeunes politiques et entrepreneurs. Et présentement, je suis aussi président national de la Ligue des jeunes du parti Congrès national africain pour le réveil du Congo, CNARC en sigle. Ça vous fait plusieurs choses à la fois. Comment gérez-vous tout ça? Plusieurs connotations. Et bon, tout va pareil. Pourquoi? Parce que je suis dans l'activisme depuis longtemps. Et c'est par mon activisme que j'ai pu intégrer la politique active. Alors, pour répondre à votre question, bien évidemment que je suis de l'Union sacrée, parce que mon parti, le parti CNARC, le parti cher de M. Pascal Mongolo Konda, qui est le président national, et de l'Union sacrée, et lui-même la personne et l'autre parti, nous soutenons la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans ces cas, quels sont vos points déterminants dans cette coalition? Notre point déterminant dans cette coalition, c'est d'abord, premièrement, c'est de former les jeunes, parce que je suis dans la formation des jeunes. Jusque-là, ça avance au moins? Bien évidemment que ça avance, même si les choses ne marchent pas telles que nous le souhaitons parfois. On a passé plusieurs moments de difficultés, mais aujourd'hui, on en sort avec plusieurs leçons, mais aussi avec plusieurs biens. Définissez-nous un tout petit peu la vision du chef de l'État. Moi, ça me fait rire lorsqu'aujourd'hui on doit continuer à parler de la vision du chef de l'État, alors qu'il a dit bien avant d'entrer au pouvoir, lorsqu'il a présenté son programme pour son quinquennat, s'il venait à devenir président de la République, il voulait remettre l'homme congolais au centre du développement. Aujourd'hui, on ne peut pas parler du développement sans pourtant parler de l'implication de l'homme congolais. Auparavant, le droit de l'homme congolais avait été bafoué, piétiné pendant très longtemps. Et le président Félix, dans son programme, l'acteur principal, c'est l'homme congolais. Il veut tout faire, tout puisse traîner autour de l'homme congolais. Il dit, mais il a quand même fait jusque-là. Bien évidemment, il y a des avancées. Le mandat n'est pas encore terminé. Et, nous sommes à 10 pas de la fin. Pas de souci, mais pourquoi on veut sonner la cloche alors qu'elle n'a pas encore sonné? Attendons voir. Il y a un bilan que nous allons présenter, nous, porteurs de cette vision, et nous allons le débattre aussi, parce que c'est en débattant qu'on peut ressortir des belles idées. Moi d'ailleurs, j'ai même lancé que je suis prêt à débattre avec n'importe qui pourrait me prouver aujourd'hui que le président Félix a échoué son mandat ou quoi que ce soit. Parce que c'est quoi ces baromètres qu'ils ont lancés? C'est quoi cet applaudimètre? Qu'est-ce qui a défini l'échec du président de la République alors que son mandat n'est pas terminé? Mais ce n'est pas terminé, mon craint, parce que nous sommes à 10 pas de la fin. Mais jusque-là, les Congolais n'ont pas encore vu réellement ce que le président a promis. Qu'est-ce que vous entendez par voir réellement? Bon, c'est vrai que c'est vous qui posez les questions, mais aujourd'hui, on doit se dire les choses telles qu'elles sont. Le président Félix a trouvé ce pays dans quel état exactement? Vous savez, on peut peut-être pas tout dire parce que nous sommes appelés à être hommes d'État. Je peux pas non plus dire des choses que moi je juge officieuses de manière officielle parce que ça c'est une émission télé. Alors, moi je me dis que c'est faux. On peut pas prétendre dire que le président a échoué alors que l'état à laquelle nous avons trouvé le pays d'ailleurs l'état n'existait même pas du tout. Vous voulez qu'on se le dise? Pendant 18 ans de pouvoir, qu'est-ce que nous, on a pu avoir comme héritage pour gouverner ce pays? Nous essayons. Et ce que la population congolaise doit comprendre, c'est que
le président Félix est en train de tout faire pour remettre de l'ordre. Et je ne peux pas dire que ce mandat va tomber caduc. Là, ça serait une insulte par rapport aux efforts que le président de la République a pu consentir jusque-là. Mais tout ce que moi je peux dire, c'est que nous sommes en train de remettre le pays dans des rails parce que nous avons trouvé ces pays vraiment bancalisés, et non pas bancalisés, déséquilibrés, dirais-je. Et ça, c'est un choc. Vous voyez un peu, c'est-à-dire c'est un travail que nous faisons chaque jour avec ce régime. Et d'ailleurs, ça serait l'une des choses que nous allons pouvoir demander au peuple congolais, de pouvoir nous refaire confiance en 2023 pour que toutes les choses que nous avons promises, et ça encore, moi je le redis, toutes les choses que nous avons promises, nous allons les réaliser. Que ce soit à la fin de ce mandat, que ce soit au mandat prochain, si le peuple congolais... Devant la télé, hein? Exactement. Que ce soit au ce mandat qui est prêt à se terminer, que ce soit au mandat prochain, le président Félix si ça se réalise pas, nous allons relancer la vidéo du monsieur Jonathan parce qu'il nous a promis que jusqu'à la fin, nous allons voir le résultat. Exactement. Ça, moi, je vous donne ma Alors, parole. dites-nous un peu, quelle est votre approche politique dans les élections 2023? Mon approche politique, je reste d'abord... Déjà, envisagez-vous de vous présenter aux élections? Moi, je reste d'abord très serein par rapport aux élections, à tous les niveaux. Et je suis pour ceux qui veulent que les élections se passent en 2023. Mais ça, c'est encore, ça sera à la CENI d'en juger. Si nous avons les moyens, si nous avons tout ce qui est trait à la logistique qui vont nous permettre aujourd'hui de poursuivre les échéances afin d'avoir un bon processus pour les élections. Alors, quant à moi, il se peut que je me présente aux élections législatives, ou il se peut que je ne me présente pas. Il se peut que je ne me présente pas aussi, parce que moi je veux... Ce que moi je veux, c'est servir mon pays, mais pas seulement en étant député national. Je peux être n'importe qui, n'importe où. L'essentiel pour moi, c'est d'apporter la pierre que moi je peux ramener au sein du développement de la République démocratique du Congo. En tant que jeune, parlez-nous un peu de la jeunesse congolaise, parce que la jeunesse, elle est bel et bien le moteur qui conduit au développement durable de ce pays. Mais le taux de chômage, monsieur Jonathan? Moi, d'abord, je rentrerai à la place de la jeunesse congolaise. Quel espoir la jeunesse congolaise, elle doit se prendre en charge. Je suis coordinateur de ma coalition et depuis lors, nous avons lancé des panels un peu partout. Et j'ai eu à aller même j'ai traversé les clivages, je suis allé en France, je suis allé en Belgique, je suis allé en Suisse, où on a pu partager cette réflexion avec la jeunesse congolaise. Aujourd'hui, on ne peut pas parler du développement sans pour autant parler de l'acteur jeune. Oui. Par rapport à sa puissance démographique, nous sommes sur 100% de la population, on est à plus de 90 où la population elle est jeune. Alors on ne peut pas prétendre que les choses vont mal alors que c'est nous qui font en sorte que les députés incompétents puissent se retrouver au Parlement. C'est nous qui donnons l'occasion pour que les politiciens puissent nous marginaliser. C'est nous qui n'arrivons pas à contribuer. Vous savez, aujourd'hui, les jeunes rentrent dans les partis politiques. Premièrement, c'est pour se retrouver. Ça, c'est la chose que moi, je déplore. Est-ce que vous ne réfléchissez pas comme eux? Parce que nous sommes tous jeunes. Moi, je suis un jeune élite. Hein. Je suis un jeune élite. Je suis celui qui montre la voie. Oui, félicitations. Alors, ce que moi, je constatais, c'est que les jeunes rentrent dans des partis politiques pour se trouver un emploi, pas pour apporter. Alors, lorsque un jeune est dans une position de demander et non d'apporter, il se laisse à la merci de l'individu politicien. C'est-à-dire que si vous venez vers moi en me demandant, vous êtes à ma merci, je peux vous dire, avant que je te donne ceci, fais d'abord cela. Mais quand tu viens, tu dis, écoute, monsieur, je veux vous apporter quelque chose. Là, quand tu viens, je te traite comme un partenaire, je te traite comme un collaborateur. Oui. Alors aujourd'hui, je prends mon exemple, par exemple, je suis entré dans la politique, j'ai adhéré dans ce parti étant collaborateur. J'appelle mon président camarade président national. Il m'appelle camarade président national de la Ligue des jeunes. C'est-à-dire, je ne suis pas un bête de somme, je ne suis pas un jeune à bas prix, je suis celui qui apporte quelque chose au sein de mon parti. Et vous trouverez, plusieurs jeunes ne font pas cela.
Et aujourd'hui, on dit les politiciens nous marginalisent. Mais pourquoi? Parce que vous êtes tout le temps en train de demander de l'argent. Vous ne pouvez pas avoir des initiatives et vous-même promouvoir cela. Vous devez tout le temps demander des financements. Tout le temps, vous demandez. Alors, moi, ce que je lance aujourd'hui, c'est qu'un jeune qui veut faire la politique, c'est celui qui sait déjà comment se trouver à manger. Parce que vous ne pouvez pas, d'abord, vous-même, vous n'arrivez pas à trouver à manger, vous voulez trouver à manger dans un parti politique. Et si ces politiciens vous demandent d'aller crier son nom à la télé, à la radio ou je ne sais moi où, vous allez dire quoi? Vous allez tomber dans le Djalelo. Il y a plusieurs gens qui sont dans le Djalelo. Ils ont tout le temps, dans leurs rencontres fructueuses, je ne sais moi quoi, ils tombent dans beaucoup des choses. Et après, on critique la jeunesse congolaise. Vous voyez un peu. Alors que la jeunesse congolaise sort un peu de son confort en disant allons trouver du réconfort au sein du parti politique parce que tel autre président de ce parti est dans un poste important tel qu'il est ministre, il est je ne sais moi quoi. Vous rentrez dans ce parti politique pour avoir quelque chose. Rentrez dans un parti politique ou dans un regroupement pour apporter, pour être une pierre à rajouter afin que les choses puissent avancer dans ce pays. Une autre chose, la jeunesse congolaise se plaint beaucoup, hein? Elle se plaint beaucoup alors qu'elle oublie c'est elle qui a le pouvoir. Aujourd'hui, la jeunesse peut se décider à chasser même le président de la République au pouvoir. On a ce pouvoir de le mettre très mal à l'aise et après, il ne pourra pas travailler. Aujourd'hui, on a le pouvoir de pointer du doigt à n'importe qui parce que c'est nous qui les mettons là. S'ils ne font pas les choses telles que, ils ne font pas les choses telles que nous le voulons, je pense qu'il faudrait qu'ils partent. Vous comprenez un peu cela. C'est dans ce sens-là que moi, j'appelle la jeunesse congolaise à l'autoprise en charge, à la conscience et aussi à la discipline. On est peut-être sali deux fois. Il y a plusieurs jeunes, quand ils voient un jeune politicien, Azua Poste, je ne sais moi quoi. Pourquoi? Parce que ceux qui sont venus avant nous ont fait des choses qui nous salissent aujourd'hui. Dites-nous un peu, quel mécanisme que vous allez utiliser réellement pour sortir la RDC de tout ce problème en tant qu'entrepreneur et fondateur d'une grande coalition? Je n'ai pas la stratégie magique parce qu'il y a rien de ce que je peux inventer. Le projet de société que moi je défends, elle sera peut-être similaire à un projet de société développé par un coordonnateur d'une association au niveau de Nord Kivu, d'une association au niveau du Congo central, etc. Tout ce que moi je peux dire, c'est que nous remettons le travail au centre de notre système. Les Congolais doivent travailler aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il faudrait travailler dur, non, il faudrait travailler intelligemment. Si seulement l'opportunité s'est présentée, bien sûr. Mais on peut parce travailler que s'ils se retrouvent au chômage, c'est pas parce qu'ils ont accepté, mais ils n'ont pas des opportunités. Mais les opportunités, on parce les crée. Parce que ici maintenant, on voit plus aussi les niveaux fraternité, connaissance qui règnent, qui prend même l'ampleur ici à la République démocratique du Congo. Vous n'avez pas de connaissances, vous n'avez pas une famille reconnue, vous êtes à la rue. Vous savez, ces choses-là, ça se passe pas seulement en RDC. Oui. Mais ici, c'est de trop. Mais pourquoi? Je pense même que c'est de trop. Pourquoi? Parce que tout le monde veut être dans ce cadre-là. Mais vous, en tant qu'entrepreneur, je pense que vous avez plusieurs stratégies à apporter aux jeunes, surtout aux jeunes. Vous savez, dans l'entrepreneuriat, déjà que vous êtes d'accord avec moi que la plupart des personnes millionnaires ou milliardaires, ce sont des entrepreneurs. Et vous trouverez parmi elles ceux qui ont hérité. Vous trouverez parmi ces personnes, des personnes qui ont eu à demander un prêt en banque. Vous trouverez des personnes qui ont demandé à leurs parents. Mais une fois, j'ai suivi une vidéo où on dit, aujourd'hui, on peut soupçonner de dire que Jeff Bezos a eu 300 000 $ de crédit par chez son père. Son père lui a donné. Mais est-ce que si on prend ces 300 000 $, on donne ça à un jeune ici en RDC, 300 000 $, vous pensez qu'il va arriver à la fortune de Jeff Bezos? Ça dépend, bien sûr. Pour dire ceci, que on peut te mettre dans des bonnes conditions, mais quand toi, tu n'as pas comme principal leitmotiv le travail, tu ne pourras rien faire de cela. Alors, au lieu de se plaindre, déjà qu'on sait que de l'emploi, l'État est incapable de donner de l'emploi à la population congolaise, à la jeunesse congolaise. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Entreprendre.
Aujourd'hui, nous sommes un pays où, moi je pourrais dire, un paradis fiscal aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que quelqu'un peut développer une entreprise en France mieux qu'il peut le développer ici en RDC? Non. Il peut mieux le développer ici. Mais pourquoi il y a plusieurs entreprises qui se développent au niveau de la France, au niveau de la Belgique? Pourquoi pas chez nous? On se plaint beaucoup. Alors que eux, d'abord, premièrement, tu dois avoir les papiers. Deuxièmement, tu dois payer des impôts. Dès que tu es assujetti, tu payes des impôts. Mais aujourd'hui, on a des gens qui se livrent dans l'invasion fiscale. Mais au bout de 3-4 ans, leur entreprise fait quand même faillite. D'abord parce qu'ils ne sont pas formés. Deux, parce qu'ils travaillent par plaisir et ils font des business pour se payer une maison, ils font des business pour acheter des voitures. Alors que lorsqu'on fait un business, il faudrait se rendre compte que ce business, je le fais pour créer de l'emploi. Quelqu'un qui a un Ligablo, il s'est dit Ligablo que j'ai, c'est juste pour que mes enfants puissent étudier, il ne pense pas à avoir un supermarché. Et là, tu vas te rendre compte qu'il y a un jeune qui a un Ligablo, ça fait 10 ans, 15 ans, il a le même Ligablo, tu verras, il a les mêmes articles, mais il n'avance pas. Mais quand on prend ce même jeune, en France, il a commencé par un Ligablo, mais après, il va devenir avec un supermarché. Pourquoi? Parce qu'il a une vision. Vous comprenez un peu cela. Donc, le problème, c'est pas seulement il faudrait lancer des cris d'alarme auprès des autorités, mais aussi lancer des cris d'alarme auprès des jeunes Congolais. Ça, c'est une évidence. En tant qu'acteur politique, dites-nous un peu la situation à l'est du pays. Je le prends avec beaucoup de délicatesse et avec un cœur meurtri, que c'est seulement aujourd'hui, alors aujourd'hui, avec le président Félix, qu'un président pointe du doigt son homologue. Et pendant 25 ans, les gens qui étaient au pouvoir avant le président Félix ne pouvaient pas le faire. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas... Mais ça ne veut pas dire que lui, également, il ne peut pas les faire. Je suis en train d'en venir. C'est-à-dire, c'est choquant quand même, à dire qu'il a fallu que le président Félix soit président de la République pour qu'aujourd'hui, nous puissions pointer du doigt le Rwanda. Et ceux qui étaient là, pourquoi on n'a pas pointé du doigt? Moi, je pense que ceux qui étaient là auparavant, s'ils avaient pointé du doigt au Rwanda, je pense que ces bêtises auraient cessé depuis très longtemps. Alors, les gens se plaignent à dire que le président Félix est trop, il est trop passif, où est-ce qu'il va encore signer des accords? Mais il y a vraiment la désinformation en RDC. Et ça, moi, ça me fait très mal. Le président Félix, aussitôt pointé du doigt au Rwanda, en disant que c'est le Rwanda qui est en train de prêter main forte au M23 afin d'attaquer l'est du pays, aussitôt vous voulez qu'on fasse la guerre au Rwanda? Ça ne se passe pas comme ça. Vous savez, un jardinier peut prendre des décisions comme il veut. Il n'y aura pas des répercussions grandioses. Mais un président de la République se doit avant tout, attendez, s'il vous plaît, un président de la République se doit avant tout, avant de prendre une décision telle que démarrer une guerre, arrêter tel ou autre accord, je ne sais moi quoi, il se doit de faire très attention. Pourquoi? Parce que là, il est le garant de la nation. Bien sûr. Et aujourd'hui, nous sommes à plus de 100 millions d'habitants. Donc, si lui, il fait une chose qui nous endommage, je vous garantis qu'on va le payer pendant 10 à 15 ans, 20 ans, 30 ans. Vous comprenez un peu? Oui. Alors, les gens qui disent que le président Félix est trop passif, alors attendez, si vous êtes sentinelle, vous prenez des décisions comme vous voulez, le président, lui, c'est un président de la République. Et votre organisation, qu'est-ce que ça fait dans cette situation? Ça propose des actions ou quelque chose pour améliorer ou régler cette guerre? Ouais, bon, moi d'ailleurs, au niveau de la Ligue des jeunes, je suis en train de préparer un mémorandum que nous allons aller donner au niveau du ministère de la Défense et le ministère de l'Intérieur. On pourra proposer quelques pistes de solutions à long et à court terme. À court terme, c'est-à-dire par rapport à la situation présente, et à long terme par rapport à un projet que nous avons afin de limiter nos frontières symboliquement, je ne sais moi, par une barrière ou par un mur, je ne sais moi quoi. Et nous sommes en train d'y travailler et très bientôt, nous allons pouvoir le déposer au niveau du ministère de la Défense et de l'Intérieur. Mais dans votre coalition, vous avez plus évoqué les mots entrepreneur et politique. Donc, d'autres jeunes qui souhaitent peut-être y intégrer, je dirais peut-être les artistes, ainsi de suite.
sont-ils pas le bienvenu dans votre coalition, vu que vous avez parlé que d'entrepreneurs et politiques? Avant ce mot, il y a d'abord les mots jeunes. Hein. Il y a une coalition des jeunes. Ouais, Mais certes, vous avez précisé... nous visons les politiciens et les entrepreneurs. En soi, tout jeune est un entrepreneur. Un artiste, c'est un entrepreneur aussi. Bien sûr. Il est dans le domaine de la musique. Mon ami caméraman, c'est un entrepreneur. Vous qui êtes journaliste, vous êtes aussi entrepreneur. Bien sûr. Vous comprenez? C'est-à-dire l'entrepreneuriat, c'est une activité que tout le monde fait de près, tout comme de loin. Et comment ils peuvent intégrer à votre coalition? Y a-t-il des obligations ou Nous avons une page sur Instagram, sur Twitter, partout. Vous pouvez écrire, on va les enregistrer et ils pourront intégrer la coalition. Et parlons-nous un peu, nous remarquons que vous sillonnez un tout petit peu partout dans la ville de Kinshasa. Est-ce pour faire votre propagande ou faire connaître votre coalition? Non, ça n'a rien à voir. Et bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me propose un peu Ce beaucoup sont des plus. simples visites. Je me propose un peu beaucoup plus comme un acteur politique. Mais quand je fais ce genre de virée, c'est pour propager une vision, c'est pour révolter cette jeunesse, c'est pour lancer un message qui est de redynamiser non seulement notre vouloir à ce que le développement puisse être une chose réelle et palpable, mais aussi le pointer du doigt à dire que si nous ne faisons rien pour ce pays, personne ne fera rien d'autre part. C'est un processus qui demande l'implication de tout le monde, les jeunes, les vieux, les femmes, tout le monde alors, pour que notre pays devienne l'une des plus grandes puissances de l'Afrique. Monsieur Joe David, regardez très bien nos caméras. Dites-nous, quel est votre but ultime? Mon but ultime en politique? Bien sûr. Bon, mon but Parce qu'on vous ultime, sent déjà qu'en 2023, vous n'allez pas manquer. En 2023, Oui, comme vous n'allez comme pas je l'ai manquer dit, de vous présenter comme un candidat aux élections. si il se peut que je me présente ou pas, mais si je me présente ces élections en 2023, je ne le raterai pas. Bien sûr que oui. Vous êtes bien sûr de vos forces. Exactement. Si je me Pourquoi? présente Parce que aux vous êtes élections, je le soutenu raterai pas. déjà par votre union sacrée. Mais non, nous sommes déterminés à ramener au président de la République la majorité parlementaire. Jusque-là, vous n'avez pas répondu à la question. Quel est votre but ultime? Mon but ultime, c'est de laisser un héritage aux jeunes qui viendront après nous. À dire qu'aujourd'hui, si on a cette vision de faire telle ou autre chose, c'est parce qu'on a eu à suivre un jeune qui s'appelle Jonathan David Bongo. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Jonathan, de nous avoir répondu et de Merci disposer votre temps malgré Merci votre beaucoup. agenda très chargé. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'était votre interview Afrique Avenir. À très bientôt.